Un garçon noir de 3 ans pointe du doigt un chien policier dans une salle d'audience et prononce 2 mots. Ce qui suit stupéfie tout le monde. Les portes à 2 battants en bois s'ouvrirent en grinçant, libérant un écho strident qui résonna sur le sol de marbre de la salle d'audience. Les têtes se tournèrent en synchronie, un mouvement d'attention collectif, tandis que l'accusé entrait sous le poids du silence et de la suspicion. Malcolm Darnell Rhodes, autrefois un pilier de sa communauté, se tenait désormais tel un homme marqué et brisé, entravé au poignet, ses mouvements restreints, mais sa présence indéniablement imposante. Son regard scrutait la pièce, chargée de la tempête silencieuse de la trahison. La salle d'audience, pleine à craquer, était devenue une scène où les puissants démantelèrent ce qui restait de son nom. Les murs, autrefois symboles de justice, ressemblaient désormais à des pierres tombales, froids et inflexibles. Ses épaules, larges et usées par des années de service, s'affaissaient sous le poids invisible de ce qu'on lui avait fait subir. Sous sa combinaison bleu marine discrète, sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme léger, une respiration forgée par des semaines de confinement et de peur. Ses poignets étaient meurtris, les menottes en acier mordaient une peau déjà à vif, et pourtant aucun garde ne les avait desserrés. La douleur, cependant, était lointaine. Ce qui le rongeait davantage, c'était la trahison, non pas de la part d'inconnus, mais du système même auquel il avait autrefois fait confiance pour protéger les jeunes hommes et femmes de son quartier. Derrière lui marchait Elliot Franks, son avocat, un homme d'une 40aine d'années dont le regard exprimait la confiance tranquille de quelqu'un qui croyait encore en quelque chose. Là où d'autres voyaient une cause perdue, Elliot voyait un homme pris dans une machine trop vaste et impitoyable pour s'arrêter d'elle-même. Les murmures grossissaient comme une marée dans la galerie, un flot de voix chargé de jugement et de spéculation. Les gens se penchaient les uns vers les autres, échangeant des théories, échangeant les pièces d'un puzzle qu'ils ne comprenaient pas. Les flashs des appareils photos éclairaient le mur du fond, illuminant momentanément la nuée de journalistes postés au fond comme des charognards attendant une nouvelle proie. Des stylos grattaient des blocs-notes avec une urgence mécanique, nourrissant un public éloigné de la salle d'audience, déjà convaincu de la culpabilité de Malcolm. Mais ce n'était pas du journalisme. C'était du spectacle, l'autopsie en direct de la vie d'un homme, au profit des gros titres et des pièges à clics. Assis avec un calcul stoïque, 3 personnages irradiaient la menace sereine du pouvoir. Le sénateur Clayton Myers, avec son costume gris ardoise et ses yeux qui ne clignaient jamais sans raison. Le chef de la police du district, Raleigh Kincaid, la mâchoire serrée. Un homme qui portait le silence comme une armure. Et le procureur fédéral, Jarrett Beach, un homme dont la réputation de démolition calculée des accusés le rendait à la fois craint et admiré dans les cercles juridiques. Ils étaient assis côte à côte au 2e rang de la galerie, leur présence non pas fortuite, mais stratégique. Ils n'avaient aucune raison légale d'être là, aucune obligation d'assister au débat en personne. Mais ils étaient là néanmoins, des masques d'intérêt masquant la vigilance discrète d'hommes qui devaient s'assurer que ce procès se déroule exactement comme prévu. Leur pouvoir ne résidait pas dans les discours ou les éclats de voix. Il résidait dans le silence, dans la façon dont la salle se transformait subtilement pour s'adapter à leur influence. Il ne s'agissait pas seulement de Malcolm. Il s'agissait de contrôle. Dehors, les marches du palais de justice s'étaient transformées en champs de bataille. Les manifestants s'affrontaient avec des barricades et des mégaphones, leurs chants fendant l'air comme des lames. Des pancartes flottaient dans toutes les directions. « Libérez la vérité, justice pour Caleb, on vous voit », tandis que des rangées de policiers en tenue anti-émeute formaient la dernière ligne de défense entre la population et le bâtiment, qui semblait désormais représenter tout ce en quoi ils avaient perdu confiance. Les cars de reportage étaient garés de travers sur les trottoirs, leurs antennes pointées vers le ciel comme des armes prêtes à tirer. Des interviews étaient données en marge, les militants parlant dans des micros tout en évitant les mains des policiers qui les voulaient hors champ.
Quelque part dans le chaos, une fresque de Malcolm avait été peinte sur un mur voisin, son visage se colorant et contrastant avec le béton gris. Les mots en dessous disent « Ils ont essayé de l'enterrer, sans savoir qu'il était une graine ». À l'intérieur, un silence pesant s'installa à nouveau dans la salle d'audience lorsque le juge Harlan Vickers prit place. Sa présence imposait, non pas parce qu'il était juste, mais parce qu'il avait fait carrière en brisant les hommes avec la loi comme arme. Cheveux argentés et regard perçant, il avait la réputation d'un juge privilégiant l'ordre à la vérité, la structure au fond. Son marteau avait réduit au silence des diseurs de vérité, des plaintes pour atteinte aux droits civiques et des dénonciateurs à maintes reprises. Pour ceux qui exerçaient le pouvoir à huis clos, il était une garantie, un pare-feu, un homme de confiance pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes. La salle d'audience lui obéissait non pas par respect pour lui, mais par crainte du chaos qui s'ensuivrait si on le défiait. Il parcourut la salle du regard, son regard se posant brièvement sur Malcolm avant de passer à autre chose, comme si l'homme enchaîné était déjà une relique du passé. Des papiers défilaient devant lui. Il ajusta sa robe et se pencha en avant, d'une voix douce et posée, ouvrit le procès. À cet instant, tout commença officiellement. Mais en vérité, la véritable bataille avait commencé des semaines auparavant, dans les ruelles, sous forme de menaces murmurées, de dossiers disparus sans explication. Malcolm prit place à côté d'Elliott. Leurs regards se croisèrent brièvement. Aucun mot n'échangea entre eux, mais une compréhension tacite, oui. Ils n'étaient pas là uniquement pour défendre leur innocence. Ils étaient pas là pour survivre à un système qui n'avait jamais été conçu pour être juste. Les déclarations d'ouverture commencèrent avec la cadence méthodique d'une danse répétée maintes fois. Jarrett Beach se tenait debout, son costume impeccable, sa voix de scalpel. Il dépeignit Malcolm comme un leader communautaire devenu justicier. Un homme qui avait laissé la vertu se transformer en rage. Il attribua la mort de Caleb à une violence impulsive, suggérant que Malcolm était dans une spirale infernale depuis que son centre de jeunesse s'était vu refuser une subvention par la ville. Chaque mot était une brique, construisant l'image d'un homme égaré. Il ne fit aucune mention des images de sécurité manquantes, aucune référence au dossier de plainte disparu, aucune reconnaissance des policiers dont les témoignages se contredisaient. Peu importait. Le scénario était déjà écrit. Il lui suffisait de l'exécuter. Quand vint le tour d'Elliott, il ne fit pas les 100 pas et ne tonna pas. Il resta immobile, la voix plus basse, mais plus aiguë. Il décrivit Malcolm non pas comme un héros déchu, mais comme un bouc émissaire, pris dans un système où la dénonciation signifiait l'élimination. Il détailla la corruption avec précision, évoquant les échéances, les accords immobiliers et le silence soudain imposé au personnel qui s'était exprimé auparavant. Il désigna les sièges où étaient assis les fonctionnaires, sans les accuser directement, laissant planer l'insinuation comme une ombre. Il rappela au jury que Caleb Truce n'était pas seulement une victime, mais un symbole, un jeune garçon noir pris dans le collimateur de la cupidité, de la politique et de la peur. Durant toutes les dépositions, Malcolm resta immobile, mais pleinement présent. Ses pensées dérivèrent, non pas vers le tribunal, mais vers la nuit de son arrestation. La façon dont ils étaient revenus le chercher, prompts et brutaux, sans mandat, sans poser de questions. Ils l'avaient repoussé à l'arrière d'une camionnette, et lorsqu'il avait demandé pourquoi, ils avaient répondu que c'était parce que quelqu'un devait porter le chapeau. Il se souvenait de l'expression du policier lorsqu'il avait prononcé ces mots, ni en colère, ni cruel, juste fatigué, comme s'il avait fait ça trop souvent pour s'en soucier encore. Et il se souvenait de Caleb, le regard vif, toujours à poser des questions, toujours à traîner dans le centre de jeunesse parce que chez lui, il n'était pas en sécurité. Caleb rêvait d'aller à l'université, d'échapper à l'emprise de la rue. Malcolm lui avait promis de l'aider. Au lieu de cela, le garçon avait disparu, et Malcolm était enchaîné comme un fantôme à ses propres intentions.
alors que les premiers témoins prêtaient serment et que le marteau frappait à nouveau. Le regard de Malcolm se reporta vers le devant de la salle d'audience. Il n'y avait aucune illusion. Il savait que les hommes en costume ne voulaient pas seulement une condamnation. Ils voulaient l'effacement. Mais Malcolm savait aussi autre chose. Il n'était pas venu jusqu'ici pour disparaître discrètement. Il les affronterait tous, enchaînés ou non, car la vérité, aussi enfouie soit-elle, finit toujours par ressurgir. La salle d'audience était sous tension, alors que la première semaine du procès touchait à sa fin, chaque jour qui passait alourdissant l'atmosphère de doute et de vérité manipulée. La galerie restait pleine. Une troupe d'observateurs tournant, certains curieux, d'autres furieux, d'autres encore observant attentivement comme s'ils cochaient des cases sur un scénario qu'ils connaissaient déjà. Malcolm Darnell Rhodes, autrefois loué pour son dévouement acharné envers la jeunesse défavorisée, était assis tranquillement derrière la table de l'accusé. L'expression indéchiffrable, les mains jointes, il n'avait pas une seule fois élevé la voix, pas une seule fois penché dans le chaos avec un semblant de désespoir. Au contraire, il écoutait. Écoutait la vérité s'exprimer en silence, écoutait l'État construire son théâtre de certitude. Un à un, les témoins montaient à la barre, chaque témoignage devenant plus fragile que le précédent. Il y avait l'agent Brinley, qui jurait avoir vu Malcolm près de la ruelle cette nuit-là. Mais lorsqu'Elliot Franks, avec son calme et son intensité, procéda au contre-interrogatoire, le rodatage du signal de sécurité auquel Brinley faisait référence bégaya, coupant brusquement entre les images comme un film mal monté. Les images, transmises tardivement et sans chaîne de possession, avaient manifestement été falsifiées. Pourtant, lorsqu'Elliot souleva le problème, le procureur Beach intervint avec une objection, et le juge Vickers, d'un air machinal et impassible, la soutint sans hésitation. Chaque fois qu'Elliot parvenait à briser le vernis de l'accusation, une autre porte se refermait. Un policier ne se souvenait plus d'avoir remis son propre rapport. Un autre modifia sa déclaration en cours de témoignage, invoquant un souvenir soudain. Des documents clés disparurent, réapparurent, puis furent rejetés pour vice de forme. Un agent de maintenance qui avait signalé des bruits étranges la nuit de la mort mystérieuse de Caleb Trucci cessa de se présenter au travail. Lorsqu'une assignation à comparaître fut émise, l'homme resta introuvable. Tous les angles d'attaque d'Elliot se réduisirent à néant. Le procès ne visait plus à établir la culpabilité ou l'innocence, c'était devenu un exercice d'effacement contrôlé. Malcolm observait pourtant, non pas avec la manière dont un homme désespéré regarde les murs se refermer sur lui, mais avec la patience lasse de quelqu'un qui comprend les rouages du système, sait comment ils écrasent et consument. Il avait mis en garde les jeunes de son centre contre cette même mécanique. La vérité, dans le mauvais tribunal, n'était rien de plus qu'un inconvénient. Ce qui le hantait, ce n'était pas le spectacle, mais le silence de ceux en qui il avait autrefois confiance. Ses collègues des programmes municipaux, les personnalités locales qu'il avait soutenues lors des manifestations, et même le journaliste local qui avait autrefois défendu son travail, aucun n'était venu. Leurs absences étaient des témoignages en elles-mêmes. Puis vint une pause qui ressemblait davantage à une respiration avant un plongeon. Elliot resta dans la salle d'audience, fouillant dans les documents, le front froncé de frustration tandis que le juge Vickers disparaissait dans son cabinet. Beach se tenait au fond de la salle, les bras croisés, parlant à voix basse à ses assistants juridiques, une suffisance à peine dissimulée sous sa posture professionnelle. Malcolm resta immobile, le regard fixé sur le plafond, scrutant les fissures de la peinture. Lorsque l'huissier rappela la salle à l'ordre, le témoin suivant fut présenté. Micah Truce, le frère cadet de Caleb. Un vent de confusion parcourut la galerie. Ce n'était qu'un enfant. À peine 3 ans, ses petites mains crispées sur un camion rouge et raflé, l'autre main emmêlée dans les doigts d'une assistante sociale qui le conduisait doucement vers l'avant. Il portait une cravate à pinces qui pendait sous son col, le nœud de travers, comme si quelqu'un l'avait habillé à la hâte ou avec des mains tremblantes. Le juge se pencha en avant, sceptique mais curieux.
Il autorisa des témoignages limités sous étroite surveillance. Elliot s'approcha lentement, s'agenouillant légèrement face au garçon, d'une voix douce mais assurée. Il demanda si Micah savait où il était. Micah hocha la tête, les yeux écarquillés et immobiles. La salle d'audience se figea comme si elle retenait son souffle. Elliot insista doucement, demandant si Micah se souvenait de la nuit où son frère était mort. Un autre hochement de tête. L'air s'épaissit, chargé d'inquiétude et d'impatience. Malcolm se pencha légèrement en avant. Derrière lui, même les visages endurcis de la galerie semblèrent se fissurer. Alors qu'Elliot s'apprêtait à poursuivre, les portes à 2 battants s'ouvrirent en grinçant. Un agent canin entra, en retard pour une démonstration de sécurité sans rapport avec le sujet. À ses côtés, un berger allemand, tendu sur sa laisse, scrutait la pièce avec une obéissance machinale. L'agent s'arrêta net, réalisant son erreur, mais le mal était fait. Micah se figea. Il relâcha le camion jouet, le laissant tomber au sol avec un léger bruit. Son regard se fixa sur le chien, la gueule tremblante, puis il leva le bras et le désigna. « Ce chien !» murmura-t-il. « Mort, Caleb !» Le silence se transforma en chaos. Des exclamations de surprise jaillirent des rangées de spectateurs. Une femme dans la galerie hurla. Un juré laissa tomber son stylo. Le juge Vickers frappa de son marteau, aboya pour réclamer le calme, mais le désordre régnait déjà dans la salle d'audience. L'image de cet enfant, petit, honnête et terrifié, contrastait fortement avec la machinerie de répression perfectionnée qui s'était efforcée d'enfouir la vérité. En un instant, le récit s'est fracturé. Non pas à cause d'un avocat, ni à cause de preuves minutieusement exhumées, mais parce qu'un enfant de 3 ans a pointé un chien du doigt et s'est souvenu. Le berger allemand, soudain objet de 1000 regards, a été rapidement emmené dehors par l'agent embarrassé, qui a murmuré des excuses, mais les dégâts s'étaient étendus. Elliot n'a pas parlé davantage. Il n'en avait pas besoin. 2 semaines plus tôt, Malcolm avait déposé plainte contre l'unité canine de la ville, détaillant des incidents répétés de harcèlement contre des adolescents noirs près de son centre de jeunesse. Ce rapport avait disparu sans explication. Le personnel qui avait corroboré la plainte a ensuite reçu la visite des affaires internes et, curieusement, a cessé de rappeler Malcolm. La plainte avait maintenant retrouvé un second souffle de la bouche d'un enfant trop jeune pour être éduqué, trop innocent pour être inventé. Le juge, ébranlé mais cherchant à garder son sang-froid, a prononcé un ajournement anticipé. Il a ordonné la séquestration du jury et l'évacuation de la presse. Mais il était trop tard. L'histoire avait déjà quitté les murs. L'instant s'était échappé. Dehors, les journalistes criaient devant les caméras, tentant de reconstituer ce qui s'était passé. Les mots « cas neuf » et « témoignages d'enfants » bourdonnaient dans les écouteurs. Les réseaux sociaux étaient inondés de hashtags « Micah spoke »,« Justice for Caleb »,« Free Malcolm now ». À l'intérieur, Elliot a déposé une requête d'urgence pour obtenir la communication de tous les dossiers de déploiement de l'unité canine au cours des 6 derniers mois, en particulier ceux assignés près du complexe résidentiel la nuit du décès de Caleb. Il savait que ce ne serait pas facile. Il savait que les mêmes forces qui s'efforçaient d'enterrer Malcolm tenteraient d'étouffer cette nouvelle piste. Mais quelque chose avait changé, quelque chose d'irréversible. Pour la première fois depuis le début du procès, Malcolm laissa ses épaules se détendre. Il ne sourit pas, il ne parla pas, mais le poids qui pesait sur sa poitrine s'était allégé. Non pas que justice ait été rendue, loin de là, mais parce qu'une fissure était apparue dans l'armure de la corruption. Et de cette fissure, la lumière s'était infiltrée. La salle d'audience rouvrirait le lendemain, mais elle ne serait plus la même. Les murmures s'étaient transformés en questions. Les questions en doute, le doute en pression. Et la pression, Malcolm le savait, pouvait déplacer des montagnes si on l'appliquait suffisamment longtemps. La panique s'était emparée des coulisses comme un feu de forêt, se propageant dans tous les couloirs du palais de justice et s'enroulant autour du cou de ceux qui avaient autrefois exercé leur autorité en toute impunité. Le tremblement provoqué par la voix tremblante d'un enfant
avait ébranlé les fondements même du dossier de l'accusation. Le procureur Jarrett Beach n'était plus suffisant. Il était désespéré. À huis clos dans le cabinet du juge Harlan Vickers, Beach arpentait la salle d'audience à toute vitesse, frappant des dossiers contre sa paume et insistant pour que les paroles de l'enfant soient rayées du dossier. Il affirma qu'il s'agissait de oui-dire, de l'imagination d'un enfant incapable de distinguer cauchemar et réalité. Vickers écoutait en silence, la mâchoire serrée, conscient que l'opinion publique était en train de changer. Ce n'était plus seulement la presse. Des murmures s'élevaient au palais de justice lui-même. Greffiers, sténographes et même avocats juniors échangeaient des regards obliques, chuchotant à propos du garçon et du chien. Malgré l'insistance de Beach, Vickers autorisa la requête d'Elliott Franks visant à obtenir les dossiers de déploiement de l'unité canine, mais seulement sous scellé, à l'abri des regards. Il prétendit que c'était pour éviter d'enflammer le débat public. En réalité, il s'agissait de gagner du temps, de freiner l'élan qui prenait forme devant les marches du tribunal. Les manifestants étaient revenus en nombre, scandant désormais le nom de Micah aux côtés de celui de Malcolm. Ils ne réclamaient pas seulement justice, ils mettèrent le système au défi de la lui refuser. Plus tard dans la soirée, alors qu'Elliott était assis dans son modeste bureau du centre-ville, les stores tirés, il parcourait ses notes lorsqu'un coup retentit dans le couloir. Pas de nom, pas de voix, juste une enveloppe matelassée, laissée seule sur le seuil. Il l'ouvrit d'une main tremblante, s'attendant presque à une menace. Au lieu de cela, ce fut le salut. Une clé USB, vieille et rayée, marquée seulement d'un morceau de ruban adhésif bleu L9. Il le brancha sur son ordinateur portable avec une hésitation qui confinait au respect. La vidéo s'ouvrit sur un horodatage tremblant. 2h13 du matin, exactement 20 minutes après l'heure supposée de la mort de Caleb. L'angle était biaisé, probablement dû à une caméra de sécurité au-dessus de la porte d'une laverie automatique. Ce qu'elle captait, en revanche, était indéniable. 2 policiers en civil plaquèrent un jeune adolescent noir sur le béton, derrière une benne à ordures. Le berger allemand, vraisemblablement le même chien guide que celui du tribunal, aboyait sans cesse. Caleb hurla. Un policier le plaqua contre le mur tandis que l'autre lui enfonçait un genou dans les côtes. Un éclair éclata. Caleb s'effondra. Les policiers se regardèrent autour d'eux, attrapèrent le sweat à capuche du garçon et traînèrent son corps hors du champ. Il n'y avait aucune trace de Malcolm. Elliott resta figé, les poings serrés. Il fixait l'écran, sachant qu'il venait d'assister à une exécution autorisée par l'État. Ces images n'étaient pas seulement disculpatoires, elles étaient cruciales. Il les a copiées 3 fois, les a chiffrées et envoyées par courriel à des collègues et journalistes de confiance. Il les présenterait au tribunal. Il ne les laisserait pas mourir sous silence. Le lendemain matin, la salle d'audience était une véritable poudrière. Les journalistes remplissaient la galerie. Même le juge Vickers, habituellement impassible, semblait mal à l'aise. Elliott a demandé l'autorisation de présenter de nouvelles preuves. Beach s'est immédiatement levé, déclarant que la chaîne de possession n'avait pas été vérifiée et que toute soumission anonyme était irrecevable. Sa voix était brisée, manquant de son arrogance habituelle. Elliott était resté calme, a inséré une clé USB dans l'ordinateur du tribunal et s'est tourné vers le tribunal. Il a rappelé au tribunal que Beach avait précédemment autorisé des images de surveillance truquées impliquant Malcolm sans plus de crédibilité que des ombres sur un mur. Maintenant, avec des images directes de l'incident, la chaîne de possession avait-elle soudainement de l'importance? Il a dit à Vickers que si la vérité devait attendre la perfection de la procédure, elle n'arriverait jamais. Vickers, le visage pincé et pâle, ordonna une suspension d'audience pour examen technique, murmurant quelque chose à propos de la vérification de l'authenticité. En sortant de la salle d'audience cet après-midi-là, Elliott sentit le vent tourner. Ce n'était pas encore la victoire, mais c'était l'élan. Il retourna à son bureau juste avant le crépuscule, verrouillant les portes derrière lui, sa mallette chargée de dossiers, de preuves et d'espoir.
Il rangea la copie originale restante de la clé USB dans un tiroir verrouillé et commença à préparer les requêtes pour la prochaine audience. À 2h04, une alarme incendie déchira le silence du bâtiment. Des flammes dansèrent à la fenêtre du bureau d'Elliott, léchant le ciel nocturne. Les pompiers arrivèrent trop tard pour sauver quoi que ce soit. L'incendie consuma tout. Dossiers de preuves, dossiers de recherche, notes manuscrites de témoins, dépositions et même son ordinateur. Les enquêteurs confirmèrent ce qu'Elliott soupçonnait déjà. L'incendie n'était pas accidentel. Elliott se tenait de l'autre côté de la rue le lendemain matin, observant la fumée s'élever encore des décombres. Ash époussetait ses chaussures en lisant le rapport de police qu'on lui tendait avec une indifférence naturelle. Les pompiers indiquaient comme cause un dysfonctionnement électrique indéterminé. Ils n'y croyaient pas une seconde. Et tous ceux qui avaient vu la vidéo non plus. Mais Elliott les avait déjà déjoués. Des copies de la vidéo étaient en possession de 3 journalistes, dont l'un avait déjà diffusé une image fixe sur les réseaux sociaux. On y voyait les 2 policiers en flagrant délit, leur visage à peine visible, mais identifiable avec un objectif approprié. Les hashtags ont fusé. Justice pour Caleb, vérité pour Malcolm, corruption déchaînée. Ce matin-là, le juge Vickers a reçu plus de 200 appels, lettres et courriels exigeant l'annulation du procès ou, à tout le moins, la publication des rapports de déploiement des chiens canins. Les manifestants se sont enchaînés aux marches du palais de justice. Une coalition croissante de dirigeants communautaires, d'avocats des droits civiques et de représentants de la ville a lancé une pétition pour l'ouverture d'une enquête fédérale. À l'intérieur du palais de justice, le vernis du contrôle commença à se fissurer. Les fonctionnaires du tribunal jetèrent des regards nerveux autour d'eux. On entendit le juge Vickers réclamer un renforcement de la sécurité privée. Beach, les yeux rouges et privé de sommeil, tenta de tenir des réunions à huis clos encore plus serrées. Les hommes de pouvoir, autrefois intouchables, ressemblaient désormais à des hommes noyés dans leurs propres mensonges. Pour Malcolm, le vent avait tourné, mais il ne s'en réjouissait pas. Assis dans sa cellule, le soir, il se souvenait du sourire de Caleb. Il se souvenait de la lettre que le garçon avait écrite 2 semaines avant sa mort. Une lettre qui n'avait jamais été publiée dans la presse. Caleb y racontait avoir vu des hommes en costume menacer son frère devant le centre de jeunesse et craignait qu'il ne fasse quelque chose de mal à M. Rhodes. Elliott l'avait trouvé dans un casier du centre communautaire, juste après la mort de Caleb, mais elle avait été classée comme sans rapport avec l'enquête. Maintenant, plus rien n'était sans importance. Tout brûlait, au sens propre comme au sens figuré. La corruption n'était plus un fantôme, elle avait une forme, un poids et la chaleur du désespoir. Les hommes qui autrefois faisaient taire les voix s'efforçaient maintenant de boucher les trous dans un barrage qui se fissurait de l'intérieur. Et le peuple? Il n'était plus silencieux. La salle d'audience ne ressemblait plus à une salle d'audience. Elle s'était muée en un théâtre de tension, le chaos bourdonnant sous ses bancs de bois et son sol de marbre. À la fin de la 2e semaine, l'atmosphère du palais de justice était différente, chargée d'une énergie qui refusait de s'éteindre. Là où régnaient autrefois des murmures inquiets, régnait désormais l'indignation. Là où la peur se cachait derrière chaque objection murmurée, un sentiment croissant de justice prit sa place, même si son chemin restait semé d'embûches. Devant le palais de justice, la foule passant d'une simple protestation à une occupation. Les rues étaient bloquées. Des fresques murales de Malcolm et Caleb coloraient désormais les murs des bâtiments. On entendait des chants à l'unisson, des appels à la démission et des pancartes ne plaidant plus pour la justice, mais l'exigeant. À l'intérieur, les derniers jours du procès de Malcolm Darnell Rhodes se déroulaient avec la fureur d'un pouvoir exposé. Le sénateur Clayton Myers, dont l'image soignée avait été façonnée par des décennies de préparation politique, apparut devant une rangée de caméras. Vêtu de son impeccable costume bleu marine et d'une sincérité assumée,
Il a nié tout lien avec les policiers montrés dans les images divulguées. Il a qualifié le procès de cirque, sa direction manipulée par l'hystérie médiatique et les mises en scène de la défense. Mais la conférence de presse a tourné court. Elliot Franks, mal rasé et insomniaque, mais déterminé, est arrivé avec des documents obtenus grâce à une assignation à comparaître d'urgence. Les policiers présents dans la vidéo de la laverie automatique, l'un ayant fait usage de son arme, l'autre ayant immobilisé Caleb, avaient tous deux été promus des mois plus tôt dans le cadre de l'initiative personnelle de sécurité urbaine du sénateur. Leurs noms figuraient dans des notes trimestrielles directement liées au conseil de réaménagement de la ville. Les liens n'étaient plus des fils, mais des chaînes. Le chef Raleigh Kincaid a encaissé le coup suivant. Sous la pression d'un nombre croissant de journalistes indépendants et de citoyens défenseurs des droits humains, il a publié une déclaration ferme. L'unité canine n'avait pas été déployée dans la cité la nuit du meurtre de Caleb. Il s'est appuyé sur des détails techniques, récitant le protocole et les oraux datage. Mais Elliot, méthodique malgré l'épuisement, avait anticipé le mensonge. Il a versé au dossier un journal d'activité interne, remis à contre-cœur par un lanceur d'alerte. L'enregistrement était clair. Le même agent canin qui était entré dans la salle d'audience et avait déclenché l'accusation larmoyante de Micah avait belle... La salle d'audience vacillait. Le juge Vickers, autrefois si sûr de son pouvoir, se retrouvait entouré non pas d'alliés, mais d'incertitudes. Chaque requête rejetée, chaque objection soutenue, ressemblait désormais à une stratégie visant à dissimuler plutôt qu'à rendre la justice. Il commença à s'emporter, menaçant Elliot d'outrage, accusant la défense de démagogie. Lorsqu'Elliot tenta de faire comparaître un autre témoin surprise, un agent de patrouille prêt à admettre avoir reçu l'ordre de modifier son rapport écrit, Vickers imposa une ordonnance de silence à la procédure. Les caméras étaient interdites. Les journalistes étaient prévenus. Même l'huissier semblait nerveux à l'idée de manipuler des documents. Mais la mèche avait sauté trop vite. Le rebondissement ne venait pas de la salle d'audience, mais d'un appartement calme en périphérie de la ville. Rufus Malone, 67 ans, concierge autrefois employé dans la cité où le corps de Caleb avait été retrouvé, était assis seul dans sa cuisine, les yeux rivés sur un téléphone jetable. Il avait vu les manifestations à la télévision. Il avait visionné les images. Mais ce qui le hantait le plus était le souvenir de 2 semaines avant le meurtre de Caleb, un souvenir qu'il avait tenté d'effacer depuis. Ce soir-là, alors qu'il changeait les filtres à air du centre communautaire au-dessus du bureau de location, Rufus s'était arrêté devant une salle de réunion lorsqu'il avait entendu le mot « nettoyer ». Au début, cela ne voulait rien dire. Puis il avait écouté plus attentivement. Il parlait du quartier comme d'un broussailles envahissante, quelque chose à couper, à défricher, à raser. Indésirable était le mot qui s'était gravé dans l'esprit de Rufus. Il reconnaissait des voix, celles de promoteurs immobiliers, d'un conseiller municipal, d'un employé de la mairie. Mais une voix se détachait, calme, posée, indubitable, celle du sénateur Clayton Myers. Rufus l'avait enregistrée. Il n'avait pas voulu. Son téléphone s'était mis à enregistrer par inadvertance en le fourrant dans sa poche. Pendant 2 semaines, il resta assis sur le dossier, incertain d'imaginer cette clarté, effrayé par ce que cela pouvait signifier. Mais les flammes étaient trop vives maintenant. Le visage du garçon aux infos, le chien, l'explosion du tribunal, il n'en pouvait plus. Alors, affaibli par le cancer et le temps, Rufus demanda à un voisin de le conduire au bureau d'Elliot. L'avocat de la défense ouvrit la porte et trouva un homme frêle aux joues creuses, une clé USB serrée dans sa main comme une bouée de sauvetage. Le lendemain matin, la salle d'audience était différente. Le silence régnait, non par respect, mais par anticipation. Elliot commença par lancer l'enregistrement. Les parasites laissèrent place à des conversations, des voix basses et assurées évoquant les échéances, les acquisitions immobilières, la coopération policière. Puis, distinctement,
La voix du sénateur Myers. Plus vite on avance, mieux c'est. On ne peut pas commencer les travaux tant que la zone n'est pas nettoyée. Personne ne bougea. Le juge Vickers se pencha en avant mais ne dit rien. Le procureur Beach remua, mal à l'aise, les mains trop serrées. Dans la galerie, une journaliste baissa son appareil photo stupéfaite. Elliot termina en consignant la déclaration sous serment signée de Rufus au procès-verbal. Son diagnostic de cancer était incurable. Il n'avait rien à gagner, et tout à effacer de sa conscience. À midi, une déclaration du bureau du sénateur Myers était publiée. Il affirmait que l'enregistrement avait été manipulé, que Rufus avait mal compris une stratégie de rénovation urbaine. Mais quelques heures plus tard, un deuxième clip, provenant d'une assistante d'urbaniste, ignorait avoir été enregistré lors d'une conversation autour d'un brunch. Elle faisait référence à la même réunion, même propos, même stratégie. À la tombée de la nuit, le sénateur Myers annonçait sa démission. Pas de conférence de presse, pas de discours final, juste un communiqué de presse avec la mention « avec effet immédiat ». L'impact se fit sentir dans toute la ville. Les présentateurs des journaux télévisés trébuchèrent sur leur script, contraints de changer de discours. Les manifestants explosèrent en acclamations devant le palais de justice. L'interdiction de publication fut contestée par les médias et temporairement levée en attendant son examen. Les réseaux sociaux furent inondés d'extraits audio de Rufus, du témoignage de Micah, des images de la laverie automatique. Peu importait désormais la façon dont Vickers s'efforçait de boucher la bouteille. La vérité coulait désormais dans leurs veines. Dans la salle d'audience, Malcolm était assis à côté d'Elliot, le regard fatigué, mais plus vide. Quelque chose d'irréversible s'était produit. Les fondations de leurs ennemis s'étaient fissurées. Et si la victoire n'était pas encore assurée, Malcolm comprenait, pour la première fois depuis son arrestation, que